Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Alice. Coucou. Bonjour Paul. Bonjour. Bonjour. Alors, il y a déjà pas mal de personnes connectées. C'est super. Bonjour à Alors, tous. bonsoir à tous. Donc, vous êtes actuellement sur le live de l'association Hello Mickey. Moi, Cécilia, atteinte de maladie de Crohn, et Alice, atteinte de RCH. Aujourd'hui, on reçoit Paul. Donc, Paul, je vous laisse vous présenter. Bonjour à tous. Donc, moi, c'est Paul, atteint de RCH. Parcours un petit peu particulier. Je sais pas si on démarre tout de suite. Oh, bah, vous pouvez y aller. Il n'y a pas de souci. Allez. Donc moi, j'ai un parcours oui, un petit peu particulier avec la maladie. J'ai déclaré la maladie en décembre 2014. Donc, tout démarre comme un joli conte de Noël. Ça finit moins bien. Donc on commence en décembre 2014 sur ce qu'on pensait être une grosse gastro. Faut savoir que donc j'habite en Dordogne dans un petit village qui s'appelle Sarlat et on a la chance d'avoir un hôpital, mais un hôpital qui fait plus des urgences qu'autre chose et qui n'a pas de spécialité, qui n'a pas de moyen de faire une coloscopie par exemple. Donc je passe la fin d'année à l'hôpital jusqu'en début janvier ou oui si début janvier puisque je fais le réveillon à l'hôpital Super les où fêtes. on dit ouais, un petit colin avec des coquillettes, Euh, sympa. Sympa. Comme on les aime. Voilà, FM. À l'époque, je venais juste d'être papa. J'ai une petite qui avait 6 mois à l'époque. Et je suis transféré à Périgueux pour, comme on trouve pas, on dit, bon, vu là où ça se passe, on va aller faire une coloscopie. Euh, Périgueux, hôpital, voilà, un peu plus grand, des spécialistes. Et à la première coloscopie, il n'y a pas vraiment de doute. On commence à nous parler de la RCH. On dit bon, on va vérifier pour voir si c'est pas un Crohn justement. On va faire une fibro aussi, donc dans 2-3 jours parce que je suis très faible. Et on fait colo et fibro et bon, le diagnostic est clair, c'est une RCH. Euh, Assez avancé déjà puisque je peux pas rester à Périgueux, n'ayant pas les moyens de me traiter à ce moment-là, et je pars à Bordeaux. Donc là, je me retrouve à 250 km de la maison, Voilà. l'espace de 15 jours à peu près. Et là, j'arrive voilà, dans le service du professeur Lahari où je suis pris en charge et où on m'explique ce que c'est déjà la RCH, parce que là, c'est un événement qui s'enchaîne assez vite et où on comprend pas trop ce qui nous arrive. Bien que j'ai été très bien pris en charge, mais faut pas trop de temps de réalisation. Qu'est-ce qui se passe voilà. Donc on nous explique tout, comment ça va se passer, quels sont les traitements qu'on va essayer, où est-ce qu'on peut aller, quels sont les débouchés, qu'est-ce qu'on peut espérer. On essaie à peu près tout. Ce qui se fait, le Remicade, les injections, on essaie tout, jusqu'à trouver quelque chose qui marche à peu près, où on se dit, bah là, c'est bon, ça va, on va gérer comme ça a l'air de tenir. On était parti là à ce moment-là, je crois que c'était sur les Murins, et on dit, bon, bah là-dessus, ça a l'air d'aller, vous allez pouvoir rentrer. Donc ça fait déjà un petit mois, on est fin janvier, que je suis à Bordeaux, loin de ma famille pour le coup. Ma femme vient le week-end, on a un bébé, donc c'est compliqué. Et bon, bah tout va bien. Jour de ma sortie, fin janvier, le 21 et 2015. Et le matin, je me sens pas super en forme. Pourtant, tout a l'air d'aller, mais je me sens pas super en forme. Et ouais, j'ai la chance d'être dans un service qui est génial, avec un gastro-entérologue qui est génial, euh, qui s'appelle Monsieur Poulneau, et qui dit on va faire une petite colo de contrôle quand même, une coloscopie courte avant de partir, histoire de se rassurer. Et en fait, au moment de la coloscopie, c'est une catastrophe. La maladie s'est juste bien cachée. Et attendez qu'on regarde. Donc je remonte dans ma chambre, je rappelle ma femme, je dis bah tu prends pas la voiture, tu viens pas me chercher, on va attendre, on va voir ce qu'on fait. Et une demi-heure après, je fais une hémorragie interne dans ma chambre. Je tombe dans ma chambre en hémorragie interne. Et à partir de là, je suis pris en charge très vite. J'ai la chance d'être à ce moment-là au bon endroit
parce que si j'étais parti, ben, j'aurais été au milieu de l'autoroute, tout simplement. Donc, je suis au bon endroit et je suis pris en charge très vite et je tombe dans le coma un quart d'heure après, Ah ou oui. à peu près. Donc là, on appelle ma femme et on lui demande ce qu'on fait. On lui explique ce qui se passe et voilà, on dit qu'on va attendre et qu'on va espérer. Moi, je me réveille 24 heures après, à peu près, en réa, et à ce moment-là, ben, j'ai été opéré de la première partie opératoire. J'ai donc à ce moment-là une sigmoïdostomie et une iléostomie, une de chaque Ok. côté. Et ben là, on m'explique que voilà, la maladie a gagné sur cette partie-là en tout cas, et qu'elle est partie avec mon côlon et mon rectum, et que voilà, à partir d'aujourd'hui, on est dans une nouvelle phase. On est dans la phase où le seul moyen de finir par gagner, c'est de reconstruire. Et pour Ils ont tout reconstruire, enlevé d'un coup. ouais, colectomie subtotale avec Ok. anastomose iléoanale, donc rectum et côlon. Et vraiment, enfin, en fait, c'est hyper soudain, quoi. Oui, Presque un mois après le diagnostic, une ouais, opération, c'est hyper soudain, ouais. ouais, Enfin, et ouais, surtout très une soudain. opération aussi conséquente, quoi. Oui, parce que il y a deux choses à voir à ce moment-là. La première, c'est qu'on est dans, ça fait un mois qu'on se bat contre quelque chose qui est nouveau, qu'on connaissait pas, dont on n'a jamais entendu parler. En plus, hein, il y a des maladies dont on entend parler, mais là, pour le coup, enfin moi, Ouais. j'en avais jamais entendu parler. Même Euh, pas de la maladie de Crohn, du coup, qui est assez proche? non, ah Non? non, Ok. moi, Et non. personne dans votre famille n'avait cette maladie Ah, c'est plus compliqué. À ce moment-là, on commence à faire des liens? des connexions dans sa tête, Ouais. des liens, et j'ai des grands-parents maternels qui ont eu des problèmes. J'avais un grand-parent maternel qui avait une iléo. Mais à l'époque, quand lui a été opéré, tous les diagnostics, toutes ces choses-là, tout connaître la maladie, Oui. ça n'existait pas Oui, ça simplement. n'existait pas, Donc, ouais, est-ce ouais. qu'il avait des RCH? Probablement, avec le recul. Par moi, on pourrait le dire. Mais de lui-même, non. J'ai une grand-mère aussi qui a eu des problèmes. On a enlevé des morceaux de côlon. Elle a été opérée, mais il n'y a jamais eu de diagnostic de maladie. Par contre, il y a un terrain, Favorable. clairement, qui, quand il y revient, on dit, ah ouais, oui, ah tiens, bon. Mais en dehors de mes grands-parents maternels et de moi, dans ma famille, personne. Mhm. Heureusement, je lui vois, je continue, personne. Oui, oui. Donc Il y oui, avait... à ce moment-là, quand on coche toutes les cases, on dit tiens, est-ce que vous étiez fumeur? Oui. Est-ce que vous avez dans votre famille? Ah bah oui. La première réaction, c'est de dire oh, bah non. Ah mais si, en fait, si, oui, ma grand-mère, quand on y repense, et puis mon grand-père, oui, évidemment. Mais même quand on en parle, on dit ben oui, mais jamais de diagnostic sur ça. Il Jamais Mm. y a eu personne. Cécile qui demande quel âge vous aviez en 2014? C'est une bonne question. 30 ans. Ah oui, oui. 30 ans, ok. Ouais, c'est à peu Et près. aucun signe de signe avant-coureur. Il n'y a pas de Euh, symptômes du tout même, avant? même après, en y repensant, est-ce que tu as fait beaucoup de gastro? Non, bien au contraire. D'accord. Mm. Le médecin n'y allait pas, à part pour faire la licence pour le sport de temps en temps, et puis et d'y aller quand j'ai eu ma petite, ouais. Mais non, j'y allais pas. Les vaccins, voilà, des contrôles réguliers, mais jamais, j'ai jamais été malade régulièrement, j'ai jamais eu de saignement, j'ai jamais fait, rien ne m'a jamais inquiété. Puis je mangeais ce que je voulais, je buvais ce que je voulais, je fumais ce que je voulais. Mais C'était vraiment soudain. ça a été soudain, donc on était vraiment parti sur un combat, on avait compris ce que ça représentait et que de toute façon on était dedans jusqu'au bout. Euh, et c'est vrai que se réveiller en réa, moi j'ai mis presque 2 jours à comprendre déjà, parce que encore une fois j'ai eu énormément de chance. Alors je sais qu'il y en a qui n'ont pas cette chance-là dans leur parcours médicaux, dans les gens qu'ils rencontrent, dans le personnel médical, ils ont pas souvent écouté ou des fois ils ont du mal à se faire entendre. Moi, j'ai une chance folle, c'est que tous les gens que j'ai rencontrés, qui m'ont pris en charge, que ce soit des médecins, aux infirmières, aux aides-soignantes, aux femmes de ménage, j'ai trouvé tout le monde formidable et tout le monde a été formidable. Et et à ce moment-là, bon, mais en fait, j'ai pas compris ce qui s'était passé parce qu'on vient me voir, on me raconte des trucs, mais bon, déjà, je suis shooté, on va jusqu'à la kétamine pour essayer de me faire tenir. Donc, moi, on me parle, mais qu'est-ce qui se passe?
je sais pas trop à ce moment-là. Et c'est une infirmière stomato qui vient m'expliquer, qui me dit, est-ce qu'on vous a expliqué? Et je dis, non, en fait, mais c'est à ce moment-là que je prends conscience, je me dis, mais en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Et on m'explique, et à ce moment-là, on m'explique dans quoi je suis parti. Aujourd'hui, voilà ce que vous avez. Vous avez une sigmoïdostomie d'un côté, une iléo de l'autre. Vous n'avez plus de côlon, vous n'avez plus de rectum. Mais voilà où est-ce qu'on va aller. Vous n'allez pas garder ça. Et on va travailler sur ce qu'on appelle donc la remise en continuité. On va refabriquer, entre guillemets, un réservoir, un côlon, un bout de truc qui va faire côlon. Et puis, vous allez refaire des temps opératoires. Et à la fin, vous récupérerez une fonctionnalité à peu près normale. Alors, je dis à peu près parce qu'on verra que c'est pas tout à fait normal quand même. Donc, à partir de là, je reprends, voilà, je reste encore un mois à peu près à Bordeaux, le temps de s'habituer, ne serait-ce qu'au changement de poche, savoir faire un changement de poche tout seul, surtout que j'en avais deux à ce moment-là, bon, savoir comment ça fonctionne, etc. Ça se passe super bien. Vraiment, là, j'ai un temps opératoire qui est parfait, génial, enfin, génial. De vivre avec deux poches, mais je rentre chez moi, je reprends le travail à ce moment-là, au bout d'un certain temps, mais je reprends le travail avec les deux poches, mais j'y arrive, je reprends le travail. Ça se passe plutôt bien. Le deuxième temps opératoire, c'est enlever la sigmoïdostomie, commencer à fabriquer ce qu'on appelle donc un réservoir en J, qui est appelé J-pouch, puisque ça vient des États-Unis. On fabrique un réservoir qu'on reconnecte à l'anus et on le met en stand-by, donc on remet une iléostomie pour le temps que tout cicatrise. Et après, le troisième temps opératoire, on branche les tuyaux et ça repart. Tout ce temps opératoire entre la 2 et la 3 est un peu compliqué parce qu'en fait, pour pouvoir créer un réservoir, évidemment, vu que vous avez plus de côlon, on prend de l'intestin, on descend, vous en avez un petit peu moins, et on branche l'iléo un peu plus haut. Mais un peu haut, vous êtes plus tôt dans votre système digestif, donc la stomie donne juste plus. Donc la stomie donne beaucoup. Et là, évidemment, une stomie qui donne beaucoup, enfin, certains d'entre vous le savent, c'est un peu compliqué à gérer parce que ça donne beaucoup, il y a plus d'irritation, c'est un peu plus compliqué. C'est beaucoup plus fatigant, je perdais beaucoup d'eau, la balance hydrique était absolument horrible. Donc ça a été un temps opératoire un peu plus compliqué. Mais le dernier temps opératoire est arrivé en juillet 2015, où on fait la remise en continuité. Déjà, on voit si ça marche. C'est un peu, c'est de la plomberie de base. Hein. Vous mettez des tuyaux, vous connectez l'entrée à la sortie, et vous attendez que ça tient. Il n'y a pas de fuite, ça tient. Bon, allez-y. C'est génial. Je ne peux pas vous dire mieux. C'est génial dans le sens où je suis vivant. Ça m'a permis de récupérer ma vie. Alors, clairement pas celle que j'avais prévue au départ. Mhm. Clairement, on ne fonctionne pas du tout avec ou sans côlon, parce que le corps humain est vachement bien fait. Tout sert à quelque chose ou à peu près. Donc, quand vous enlevez un morceau, fatalement, il servait à quelque chose. Surtout le côlon, bon, quand vous l'enlevez, fatalement, vous êtes branché en prise directe, donc il manque un morceau. Quand on a un réservoir, on peut espérer entre 6 et 8 selles par jour pour une journée normale quand tout va bien. Ce qui est à peu près ce qui est mon cas, voilà, avec un réveil nocturne obligatoire, puisque voilà, on a fabriqué un réservoir, mais il est matériellement plus petit que ce qu'on pouvait avoir avec un côlon, tout simplement. Donc, on va aux toilettes entre 6 8 fois, si tout va bien. Si vous avez fait un excès ou si vous avez mangé un truc que votre corps, ce jour-là, a dit, non, ça, j'en veux pas, vous allez aller à 12 fois, 15 fois, ça peut dépendre. Je sais qu'il y a des gens qui, malgré la prise de médicaments comme de l'Imodium, par exemple, pour essayer de ralentir le transit, vont quand même aller aux toilettes 10 fois sur une journée. Donc c'est compliqué parce que en termes de temps déjà c'est compliqué, en termes de fatigue c'est compliqué. Après
c'est toujours pareil, le corps humain, il n'est pas fait pour non plus. Donc, aller 10 fois à la selle par jour provoque des irritations, crée des problèmes au niveau des hémorroïdes, il y a à l'intérieur, on vous a recousu, donc il y a des rétrécissements qui se forment, il y a des choses comme ça qui peuvent apparaître plus ou moins vite, à plus ou moins grande échelle, et des règlements qui pouvaient être des fois très injustes, parce que vous allez manger exactement ce qu'il faut. Vous allez manger une journée, je prends une journée lambda, un jour de semaine, vous mangez du riz, alors que c'est le truc par excellence, tout va bien, et pour autant, il fait un peu plus chaud ou un peu plus froid, ou ce jour-là, bah, c'est pas le bon jour, et ben malgré vos efforts, le corps a décidé que c'était pas le bon jour. Donc c'est vrai que c'est la seule issue, on va dire, à une RCH, puisque la RCH, voilà, n'a pas de traitement aujourd'hui. Elle a des traitements qui vous permettent de pas être en crise. Elle n'a pas de traitement qui vous permettent de plus être malade, puisqu'elle se situe dans le côlon. Ben, un bon moyen de plus l'avoir, de dire qu'elle est plus là, c'est d'enlever le côlon. Oui. Mais je le répète encore, mais c'est vrai que chaque organe dans le corps a une fonctionnalité et que si on l'enlève, c'est pas, je n'encourage pas. C'est vrai qu'avec le temps, maintenant ça fait 6 ans, j'échange. Alors j'ai la chance d'échanger avec vous aujourd'hui, puis avec ceux qui nous regardent, et j'échange avec des gens au quotidien sur Instagram, sur les réseaux, où on échange les uns avec les autres, et où on me pose la question de dire, bah finalement c'est une bonne issue, on va dire, à la maladie. Tu te fais opérer, tu rentres chez toi, tout va bien. Ouais, si j'avais eu le choix, je l'aurais pas fait. Oui. C'était pas le but. Et a posteriori de le vivre, si j'avais eu le choix, vraiment, je l'aurais pas fait. Les journées sont pas plus faciles maintenant. J'ai des journées faciles, des journées où si je calcule bien mon coût avant et que 2 jours avant, j'adapte mon régime alimentaire, par exemple, que je prends des trucs qui n'accélèrent pas mon transit, que je m'hydrate bien, que les conditions météo sont pas trop chaudes, que tout va bien et que je suis pas fatigué, je peux faire une journée en extérieur complète où je vais pas spécialement aller aux toilettes. Je vais y aller peut-être une fois à midi au moment de la pause. Bon, je peux faire une journée tranquille. Mais faut que les étoiles s'alignent. Faut que tout aille bien et que j'ai prévu mon coup. Je me lève pas le matin en me disant, ouais, aujourd'hui, allez, je vais aller faire de la rando et je vais partir pendant une journée, je rentre que ce soir. Ça se passe pas comme ça. C'est, oui, ok, alors déjà, prendre du papier toilette, et puis prendre l'eau, et puis prendre 6 litres de flotte. Enfin, il y a toute une organisation. Tout ça, l'instantané n'existe plus. C'est fini. En fait, l'opération, alors, on répondra ensuite à Johan parce qu'il y a des petites choses à dire sur son commentaire. Mais du coup, la chirurgie est le seul moyen de guérir entre guillemets de la RCH, mais en fait, on vit encore avec des problèmes avec les conséquences. C'est ça. Et le confort, on est beaucoup impacté. Oui, de toute façon, oui, le confort de vie est changé. Il faut l'adapter, évidemment, il faut s'adapter. Voilà. Il y a plein de petites choses, mais qui rentrent à la fin dans un quotidien. On sait penser à est-ce qu'il y aura des toilettes là où je vais aller ou pas. Mais c'est les mêmes que pour quelqu'un qui sera en crise. Est-ce que je vais avoir des toilettes? Est-ce que je vais pas avoir de toilettes? Qu'est-ce qu'on mange? Et encore que je me limite absolument pas. Il y a des fois où je sais que tel aliment n'est pas du tout digéré, par exemple, parce que c'est branché trop haut, donc il n'y a pas le temps de digestion. Je fais le choix ou pas de le manger. Mais consciemment, je peux le faire parce que j'ai besoin de me faire plaisir aussi, parce que c'est en extérieur. C'est bon pour le moral aussi, de se faire plaisir de temps en temps. Me faire plaisir, donc je le fais. Mais évidemment que c'est pas une fin en soi, l'opération. C'est ça que je veux essayer aussi, que j'essaie de faire passer aussi, c'est que se dire tiens, je peux pas le faire, donc je vais me faire opérer, puis après tout ira bien. Attention, l'opération c'est une solution, c'est une des solutions qui existent dans l'arbre des solutions. Mais
la vie n'est pas la même. Par contre, est-ce que je me limite à faire quoi que ce soit? Non, pas du tout. Il faut À pas. aucun moment, je me suis dit, tiens, je vais arrêter de faire ça. Physiquement, j'ai eu plus de mal. Même aujourd'hui, j'ai encore des fois du mal à faire certaines choses. Mais là, on rentre aujourd'hui, on a fait une balade de 4 kilomètres dans les bois, en famille. On a fait un repas de famille et tout va bien. Et ce soir, je fais un live et tout va bien. Mais oui, des fois, on est plus fatigué et des fois, mais comme tout un chacun, maintenant, j'ai de la chance d'être encore une fois bien entouré par ma famille. Ça, j'ai une chance énorme. Euh, Ma femme, elle était là tous les jours de la maladie et elle est là tous les jours. Et il y a des jours où ça devait pas être simple, clairement, d'être à sa place. Euh, j'envie pas ma position, mais j'ai jamais envié la sienne non plus. Quand votre mari est à 250 km, que vous avez un bébé, que quand il rentre, il ne sert absolument à rien, si ce n'est à être un patient et à s'en occuper. Je pense que pour elle, ça n'a pas été simple. Mais grâce à elle, par contre, je sais où j'ai réussi à aller dans les délais que j'ai réussi à mettre en place, clairement. Et d'avoir un enfant m'a beaucoup aidé aussi, c'est une motivation. Mais il y a la maladie ne s'arrête pas, on continue à être suivi. Hein. Moi, je suis suivi tous les 6 mois en gastro-entérologie. Euh, les douleurs existent, les douleurs fonctionnelles existent, les douleurs liées au traumatisme aussi existent, qu'ils soient physiques ou psychologiques dans mon cas, parce que ça s'est passé très brutalement. Maintenant, être suivi et être bien suivi, c'est important, et je continue à l'être. On sait aussi que il y a une autre issue qui existe. C'est pas une finalité. Je pourrais aujourd'hui être opéré et avoir une stomie définitive. Par contre, il n'y a pas d'autre possibilité. Il reste une possibilité qui est celle de dire le réservoir fuit, il est trop endommagé ou les douleurs liées à ce fonctionnement-là me sont insupportables et je peux faire le choix de dire ben, on débranche tout et on met une stomie définitive. Mais on sait qu'elle est définitive. Aujourd'hui, ça nous a traversé l'esprit, clairement. Faut pas dire le contraire, parce qu'il y a des jours où c'était plus compliqué que d'autres, et quand c'est des jours qui s'enchaînent un peu, c'est un peu plus compliqué. Maintenant, quand on y réfléchit, voilà, on est là aussi pour. On continue de se battre, même si c'est pas de la même manière que quelqu'un qui est une RCH et qui est sous traitement, par exemple aujourd'hui. Mais Et du coup, est-ce que vous avez un traitement pour alors Non, pas non, du tout. D'accord. j'ai rien de quotidien. Oui. J'ai aucun traitement quotidien. J'ai du confort, alors surtout au niveau des brûlures d'estomac, des remontées acides. Euh, Après, je suis suivi dans un centre antidouleur pour des douleurs qui sont plus, enfin, qui sont liées à tout Aux ça, au opérations. branchement, Ouais. aux opérations. Le côlon est, enfin, l'intestin est passé dans un sens, dans l'autre. Les Ouais. multiples opérations créent des adhérences. Donc les adhérences, quand ça bouge, c'est un peu l'effet velcro, tout simplement. Il faut présenter un velcro. Donc quand ça se détache, que ça tire un peu, à ces moments-là, c'est un peu plus compliqué. Et là, moi, je suis suivi, oui, dans un centre antidouleur à Brive, qui fait un truc génial, c'est des injections de Botox. J'ai la chance de me faire des injections de Botox. Ça les rajeunit. Voilà. Donc j'ai un parfaitement rajeuni. Euh, en regard de la cicatrice d'Iléo, en fait, tout simplement, hein, c'est l'endroit qui me pose le plus de problèmes en termes de douleurs fonctionnelles et quotidiennes. Et on a tâtonné un peu pour trouver, mais les injections de Botox, c'est peu connu en dehors des centres antidouleurs, mais c'est génial ici. Bon, déjà à la base, euh, le Botox, c'est pas pour enlever les rides. À la base, c'est la toxine botulique qui est quand même faite pour ça. Donc on y revient. On peut pas malheureusement commencer par ça dans les traitements de douleur. On a un protocole, on le suit, on essaye ça, on essaye ça, on essaye ça. Et moi, je suis arrivé, en tout cas moi, pour mon cas, sur ces douleurs-là, c'est formidable. Voilà, là j'ai des injections tous les 4 mois.
Le but étant de les espacer de plus en plus pour arriver à espérer ne plus du tout en avoir. Donc là, on est bien parti, c'est cool, ça marche. On a trouvé. Donc là, on est sur une période de 4 mois et fin septembre, j'ai une prochaine. Et là, on est bien à période de 4 mois. Je sens que ça commence à se réveiller. On arrive à 5 septembre. Ça commence à voilà. Mais voilà, je vous dis, aujourd'hui, on s'est fait une balade de 4 kilomètres. Il fait 27, 28 degrés. Bon, je dis pas que j'ai couru. Hein. Elle est cochée dans mon carnet. Quoi. Après, Alors, mais c'est pas mal, hein, 4 kilomètres déjà. Franchement, mon carnet. c'est très bien parce qu'il y en a qui n'arrivent pas à marcher du tout. Non, Ah, mais franchement, C'est une, c'est pas, comment dire, faut se forcer entre guillemets, mais se dire, on va y aller et puis qu'importe le rythme. C'est pas une compétition. Le but c'est d'arriver d'un point A à un point B et de se faire plaisir et d'être dans la mentalité de dire bon bah allez, t'es pas plus bête qu'un autre, t'es pas plus voilà, tu vas y arriver. Et petit à petit, de la étape par étape, patience. on y arrive. Ouais, de la patience. Ça, c'est très important. Oh, j'ai cassé mon téléphone. J'aurais une question par rapport Ouais. du coup à la colostomie rectostomie définitive. Je sais pas comment... ça implique quoi en termes de carence, notamment vitaminique, etc. Il y a beaucoup de compléments à prendre. Ouais, voilà. magnésium, Je fais pas de pub, hein, mais voilà. Je suis pas sponsorisé par Ceinture, ce qui m'arrangerait énormément. En fait, le Ceinture, ça m'a été donné à l'hôpital directement. On m'a dit voilà, Ceinture, à partir d'aujourd'hui, vous en buvez 2 bouteilles par jour. Je dis ah ouais, quand même, c'est dégueulasse. Et de litres d'eau, vous êtes obligé de boire combien minimum pour que Là, ça soit... pour conserver une balance hydrique convenable, 3 litres, c'est le minimum. D'accord. Mais c'est toujours pareil. C'est une question d'exercice. Celui qui va courir tous les jours va courir de plus en plus vite ou de plus en plus loin, etc. Au début, les 2 bouteilles de Ceinture sur la tablette à l'hôpital, bon, c'est chaud. Surtout si on n'a pas l'habitude de boire autant, quoi. Voilà. Maintenant, aujourd'hui, j'en ai une sur. Enfin, je commence le travail le matin. Alors, j'ai aussi cette chance-là, c'est que je travaille depuis la maison. Ça fait 3 ans ou 4 ans maintenant que je travaille depuis chez moi, ce qui est un confort pour moi énorme, puisqu'évidemment, bah, je vais aux toilettes quand je veux, ne serait-ce que ça, c'est un confort énorme. Et surtout, personne ne regarde et personne ne juge. Bravo. Merci. Mais après le matin, ben voilà, maintenant je prends ma bouteille. À midi, des fois, elle est finie. Puis bon, je bois pas que de la Ceinture, donc je bois un café ou deux, de la tisane. Je bois la nuit aussi. Donc bah, sur une journée, oui, je suis largement à 3 litres de liquide. Maintenant, la Ceinture, ça m'a été donné à l'hôpital parce qu'on m'a dit, ben voilà, dans toutes les eaux minérales qui existent et qui sont naturellement gazeuses, prenez de la Ceinture parce que dans votre balance hydrique, vous allez perdre du sodium énormément, vous allez perdre de l'eau énormément, puisque faut savoir qu'on va quand même aux toilettes donc 6-8 fois par jour. Évidemment, on est sur des selles qui sont extrêmement liquides, donc qui contiennent énormément d'eau, puisqu'on n'a pas de côlon pour absorber l'eau. Oui, c'est le côlon qui absorbe. Ne serait-ce qu'en termes d'eau brute, on a une perte qui est folle. Donc après avec les minéraux et tout ça, bon bah aujourd'hui la Ceinture, moi ça me dérange plus. Ma femme c'est toujours pas possible. Mais évidemment, bon ben voilà, faut faire des courses avec 6-8 packs de Ceinture et les faire très régulièrement. Parce que bah oui, c'est deux bouteilles et demie, 2 bouteilles et demie, puisque j'ai toujours une bouteille la nuit. Des fois c'est 3. Et faut réussir à s'adapter. Au début, c'est là qu'on a un peu de mal. Est-ce que je bois trop? Est-ce que je bois pas assez? Ça, c'est quelque chose qui est un peu compliqué. Et surtout, est-ce que bah, aujourd'hui j'ai fait un effort? Est-ce que j'ai beaucoup mangé? Est-ce que il fait chaud? La chaleur étant un facteur qui, pour moi, influe énormément.
C'est-à-dire que je suis un animal à 100 froid ou chaud, je sais pas, mais au-delà de 25, déjà, hop, ça devient compliqué. Donc, je sais que je vais devoir boire plus, faire plus attention et toujours avoir de l'eau. Voilà, on part, on a toujours une bouteille dans la voiture, prête, voilà. Faut s'il n'y a pas de ceinture là où je vais pas en réclamer. Je vais pas dire aux gens, t'as pas de ceinture, c'est dégueulasse, t'as pas pensé à moi. Mais je vais faire attention à toujours boire, ouais. Ah ouais. Mais du coup, moi j'avais une petite question d'ordre pratique. Vu que vous buvez beaucoup, même la nuit, votre sommeil il est un peu mouvementé de par. Ouais, bon, j'allais dire un gros mot. Il est perturbé, ouais. Il l'était pour plusieurs choses. C'est-à-dire qu'au début, c'est vrai que c'est compliqué, le positionnement, les douleurs, le fonctionnel. La chose la plus difficile au tout début, c'est la discrimination entre les sels et les gaz, ce qui provoque des fois des problèmes et des petites fuites, malheureusement, ce qui arrive encore. Faut pas se cacher des choses. Des fois, c'est compliqué. Des fois, les gaz arrivent plutôt en position allongée. Ça arrive plutôt à sortir, donc ce qui n'est pas forcément le cas la journée, bien au contraire. Donc c'est plus compliqué la nuit. Les gaz arrivent, réussissent à sortir. Donc c'est vrai que ça peut réveiller. Moi, j'ai une selle nocturne, donc de toute façon, c'est réglé comme du papier à musique à 3 heures du matin, je suis debout. Et après, je pense que ça dépend vraiment du sommeil de chacun. Moi, j'avais un très très bon sommeil que j'ai perdu avec la maladie. J'avais vraiment un très bon sommeil. Je rentrais dans le lit, où que je sois, je m'endormais en 3 secondes, ou à peu près. Ce qui n'était pas du tout le cas de ma femme. Et quand ma femme est tombée enceinte, en fait, elle a récupéré ça pour elle. Elle s'endort maintenant parfaitement, ou quand elle veut, comme elle veut. Et moi, plus du tout. Mais j'ai mis longtemps à essayer de me dire, ah, j'arrive pas à dormir, ça va pas, c'est pas bon. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis dit, ben non, tu dors quand tu dors, et puis tu vas te mettre à lire, parce qu'après, bon, se mettre à bricoler la nuit quand on a une fille et une femme dans la même maison, c'était compliqué, donc j'ai dit, ben, je vais me mettre à lire. Et puis, quand j'ai des selles, alors hyper rarement, j'en ai pas, donc je passe une nuit complète, et puis je me réveille et tout va bien. Mais c'est comme le reste, ça devient une routine. Je me réveille de moi-même parce que c'est le réservoir qui est plein, donc il y a une alerte dans le corps hein, quand c'est plein et que ça est distendu à l'intérieur, ça tape au carreau en disant là t'as mal, faut te lever. Je vais aux toilettes, je reviens dans le lit, je me recouche et puis je me rendors. Donc il y a une mécanique qui se met en place, le corps apprend et puis au bout d'un moment ça rentre. Après, c'est vrai que si, je sais pas, on a fait la fête un peu ou que de moi-même, je me suis mis dans une situation un peu compliquée parce que j'ai un petit peu bu ou que j'ai un peu trop mangé, bon, il va y avoir 2 selles dans la nuit, mais je le sais, voilà, je sais où je me suis embarqué. Il faut être conscient de là où on est, de connaître son corps aussi, de dire là, stop, t'arrêtes, vas-y, t'es dans une bonne journée, tu sais que tu vas entre guillemets pas payer derrière, donc vas-y, fais-toi plaisir. Ouais, c'est des habitudes, il faut apprendre à se connaître. Et je me suis jamais limité en disant non là tu peux pas, c'est pas bien, parce que faut savoir se faire plaisir, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et ouais, j'aime bien de temps en temps. Enfin, nous on aime bien manger, donc voilà, on se fait des bons repas. À midi on s'est fait un bon repas et puis voilà, parti quoi. On a bien mangé. Le dimanche, on mange bien. Des fois, la semaine, on mange bien. Moi, j'ai instauré de moi-même, quand j'ai pu, de dire maintenant, tous les jeudis soirs, parce que j'ai la chance d'avoir ma famille pas loin, tous les jeudis soirs, je vais faire à manger, parce que ça me donne un objectif. Et je vais faire à manger, je vais inviter ma sœur, mon beau-frère, mon autre beau-frère, ma femme, ma fille, on va se mettre autour de la table et tous les jeudis soirs, je vais faire à manger. Donc tous les jeudis soirs, je sais qu'on va bien manger. Et la nuit du jeudi à vendredi, elle se passe bien. Il n'y a pas de problème. La nuit du jeudi au vendredi, elle se passe bien. Mais elle peut être plus compliquée. Et je le sais. Mais on accepte c'est toujours l'équilibre entre le nombre de le bonheur que ça vous apporte et la souffrance que ça va vous apporter. Bon, faut pas se cacher non plus que oui, c'est pas forcément. Il y a des jours où c'est pas facile. Mais faut essayer d'en faire le moins possible.
quand ils sont de votre, les jours difficiles sont toujours moins compliqués à gérer quand vous avez 12 selles par jour, mais que c'est vous qui avez triché, qui avez mal joué ou qui vous êtes mis en danger. Après, quand c'est malheureusement la maladie ou du moins les conséquences qui dit bah aujourd'hui tu vas passer ta journée aux toilettes alors que t'as rien fait, ouais c'est dur. Mais bon, c'est dur pour tout le monde et pour ceux qui sont en crise aussi, qui n'ont pas été opérés. Il y a des jours où ils n'ont rien demandé non plus. Ben, en fait, c'est vraiment ce que je me dis depuis tout à l'heure. En fait, c'est pas très différent d'une période compliquée en RCH ou en Crohn. Enfin, les symptômes sont quand même relativement similaires et en fait, moi, ça fait 2 semaines que c'est vraiment une horreur et je me dis, je vais enlever mon ventre et tout ça et en fait, je me dis que ben, peut-être que si je le garde, ça fera pareil. Je pense que les expériences sont toutes différentes. On a tous des relations à la maladie qui sont différentes, évidemment. On a des gens qui vivent très bien ou qui ont très peu de poussées, ou qui même quand ils sont poussés ont des poussées finalement assez faibles par rapport à leur niveau de tous les jours. Mm. Je pense qu'il y a des gens qui sont remis en continuité, qui tiennent pas du tout, qui repassent en stomie définitive très rapidement. Mhm. Euh, je pense qu'il y en a qui vont très loin. Je ne sais pas jusqu'où j'irai. Euh, en 5 ans, 6 ans bientôt, oui, il y a eu quand même une période qui a été un peu plus dure et où on s'est vraiment dit, où c'est sorti, voilà, en rendez-vous gastro, quoi. On a dit, la question elle est posée, donc c'est oui, c'est non. Et, euh, et je sais qu'à ce moment-là, beaucoup de choses rentrent en ligne de compte et que, encore une fois, j'ai beaucoup de chance d'être très bien entouré, d'avoir ma femme avec moi. Et ma femme, elle me redit encore, elle me redirait, tu veux les Léo, on prend. Tu veux rester comme ça, on prend pareil. Et c'est vrai que les jours où c'est moins facile, eh ben là on se dit bon ben ouais, allez, on tient encore. Voilà, ma fille aussi, on tient encore. Et c'est finalement pas plus compliqué qu'une poussée. Mais je comprends par contre, la pensée qui vient au moment des poussées aussi. Quand moi j'y ai été, avant que ça, voilà, j'étais clairement poussé pour le coup. Ouais, il y a des jours où je me suis dit, mais en fait, on arrête quoi. On arrête. Ça sert à rien. Les traitements marchaient pas. Dans mon gastron, mais qu'est-ce qu'on fait quoi? On arrête tout et voilà, on passe à l'opération. Et attention, l'opération, c'est une des branches des traitements, mais c'est la porte de sortie. Maintenant, vous ne pouvez pas savoir où vous allez aller. Il y a des gens qui pourraient être à 6, 8 selles par jour, prennent des plaquettes d'Imodium toute la journée. Moi, c'est pas mon cas, donc j'ai cette chance-là aussi. Euh, mais je sais aussi que j'ai dans ce malheur-là beaucoup de chance parce que voilà aussi, je prends pas de médicaments ou peu, c'est-à-dire que vraiment occasionnellement. Tant que je sais pas, des fois ça peut être des trucs un peu forts, c'est vrai, un peu de codéine ou des trucs comme ça. Si j'ai pas mes injections ou les injections sont la semaine prochaine, les douleurs sont un peu fortes, mauvaise journée, j'ai fait un effort. Bon ben ponctuellement et ponctuellement, je vais prendre oui des antiacides ou des trucs comme ça pour justement parce que bah, c'est vrai que encore une fois quand tout est plus court, ça remonte aussi plus vite donc voilà. Euh, mais euh, mais j'ai de la chance. Bon, en même temps, l'imodium n'a aucun effet. Donc, j'en prenne 10 ou que j'en prenne pas, sur mon corps, pour le coup, ça n'a aucun effet. Donc, j'ai arrêté. Mais, euh, mais après, c'est vrai que j'ai déjà accompagné des gens qui ont été opérés depuis, qui se sont dit, bah, moi, j'arrête. Hein, je veux passer à l'opération. Faut savoir d'où on part. C'est toujours pareil. Hein, on sait ce qu'on perd, on sait pas ce qu'on gagne. On sait ce qu'on gagne. Hein, voilà. Euh, c'est une vie différente. Bah, C'est une vie. après, c'est compliqué parce que du coup, la période de maladie, elle a été hyper courte Oui, chez toi. oui, Enfin, elle a été hyper intense. vraiment Oui. 1 ou 2 mois et puis Ah ouais, du coup, c'est c'est ça. compliqué Mais je voulais de pas. savoir enfin, la différence vraiment entre les deux, quoi.
Parce que nous, Oui, j'ai, quand ils nous annoncent le diagnostic, pour nous, la chirurgie, c'est quelque chose de lointain et de final. Ça va pas arriver tout de suite. Enfin, pour des On nous Crohn y prépare, quoi. modérés, comme hein, moi, par exemple, ou des RCH modérés, on va dire, on nous émet l'idée que ça va venir, mais ça va pas être tout de suite. Et là, en gros, un mois, paf, opération, vous avez même pas eu le temps de comprendre les choses, quoi, en fait. non, Et la non, maladie. moi, ça a été exposé dès le premier jour. Hein, arrivé à Ouais. Bordeaux, on m'a dit, voilà, l'opération, ça existe. Mm. Euh, mais enfin, déjà, j'étais pas du tout pour. Au contraire, j'ai dit non, ouais, c'est bon, ça va pas me Forcément. bouffer quand même. Bon, j'avais tort, mais j'ai vécu qu'un mois. Et je comprends, mais je comprends aussi. Alors, je dissuade pas les gens de se faire opérer. Hein, c'est pas du tout le discours. Hein. Oui, bien Euh, sûr. faut juste, voilà, c'est juste que évidemment que par rapport à quelqu'un qui a beaucoup de crises ou dont les crises sont très fortes, des poussées très longues, qui a rien qui fait redescendre, ouais, c'est pas du tout pareil. Pas du tout pareil. Mais voilà, au quotidien, je rigole beaucoup avec ça, mais au quotidien, c'est une petite gastro. Voilà. On se trimballe avec sa gastro quotidienne, quoi. Encombrante, la gastro. Voilà. Bon, pour le coup, c'est voilà, mais c'est être malade tous les jours, mais d'une gastro. Voilà, c'est pas évidemment qu'il y a des. Par contre, évidemment, voilà, il y a des douleurs, il y a des jours moins bien, il y a des jours meilleurs. Il y a des objectifs. Donc c'est ça qui est bien aussi, c'est-à-dire qu'on sait où est-ce qu'on peut aller. On peut réduire le nombre de selles quand on est à 10, 12. On peut arriver à contrôler, parce il y a la question, ce que je disais tout à l'heure, du contrôle entre les gaz, la discrimination entre les gaz et les selles, de retenir des selles aussi, d'être capable de se retenir. Au début, c'est compliqué. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que, en fait, voilà, oui, on y arrive. Euh, et c'est toujours pareil. C'est ce que je disais, c'est-à-dire d'être capable de se dire où est-ce que jusqu'où je vais. Si je me retiens, je vais déclencher des douleurs. Mécaniquement, il n'y a pas la place, ça rentre pas. Donc, à un moment donné, le corps dit, ben non, envoie un signal. Mais c'est aussi une question d'entraînement. Et je disais aujourd'hui, voilà, je peux passer des journées avec des copains à la pêche. On part le matin à 6 heures et on rentre le soir à 6 heures. Euh, c'est possible. Il n'y a aucun problème. Question d'entraînement. Encore une fois, je l'aurais pas fait au bout d'un an, mais maintenant je le fais Vous êtes plus facilement. confiant dans le Oui, processus, donc forcément. c'est une question. Mm. Après, je pense que les gens, même qui sont simplement malades, qui ont simplement la maladie active, on va dire, euh, chacun vit ça différemment, mais moi, j'expose très clairement tout à tout le monde. Que ce soit en milieu professionnel qu'en milieu privé, euh, clairement, j'expose tout à tout le monde. Je ne vois pas l'intérêt, c'est pas à moi d'être gêné. Bien On sûr, en subit vous avez assez raison. sans avoir besoin d'être gêné. Euh, mais j'ai tout de suite tout exposé au fur et à mesure aussi des étapes à ceux qui m'étaient proches. Euh, Ça permet aussi des fois de faire le tri, hein, ceux qui le sont et ceux qui ne le sont pas. Euh, mais de se dire aussi, faut avoir aucun poids là-dessus. J'ai jamais eu de poids là-dessus. Je me suis dit, j'ai déjà trop de problèmes sans me rajouter celui de se dire, on parle d'un truc. C'est vrai qu'on parle évidemment d'un sujet dont on parle rarement à table euh, et dont on parle rarement en société parce que bah, ça touche pas au bon endroit du corps. Non, c'est le Euh, tabou de la société voilà, française, en tout cas. c'est pas le truc génial à part. Mais en fait, dès le début, je me suis dit non, si je pars là-dedans, c'est 100%, c'est open bar. Donc j'en parle clairement tout le temps, enfin pas tout le temps, mais tout le temps à ceux qui voilà, ah, qu'est-ce que t'as? Je vais te dire ce que j'ai, voilà. Parce que ça évite aussi ceux qui peuvent se poser la question de se dire ah qu'est-ce qu'il a? En fait j'ai entendu dire que ah il va souvent aux toilettes, mais alors qu'est-ce que t'inquiète pas, je vais t'expliquer, tout le monde est au courant, tout va bien. Mais ouais, aujourd'hui, j'ai pas la vie que j'avais espéré quand j'avais 30 piges. Voilà, je venais d'être papa, de finir la maison, on était bien. J'avais, voilà, bêtement, comme un gosse, plein d'idées en tête de ce qu'est un homme à 40 ans. J'y serais pas là où j'avais prévu. Mais je serais ailleurs.
dans un autre chemin et ailleurs. Mais aujourd'hui, je fais voilà, comme vous dites, on fait plein d'activités personnelles, professionnelles, extra-professionnelles. Voilà, aujourd'hui, moi, je suis président de l'asso de l'école de ma fille. Je l'accompagne tous les matins à l'école. On essaie, voilà, on se limite pas, on fait plein d'activités. Évidemment, il y a des jours où je dis, bah non, là, papa, ça va, il va pas suivre. Mais mais là aussi, il faut expliquer. Il n'y a pas de. Ah oui, c'est ce que j'allais vous demander. Elle le prend comment, votre fille? C'est la maladie, Alors, non, mais tout le processus dans lequel elle est quotidiennement, finalement, parce que c'est un quotidien aussi de vivre avec quelqu'un qui est malade. Donc, ça a été, alors, encore une fois, assez spécial finalement, puisque je suis parti de la maison, elle avait 6 mois. Entre tous les allers-retours à Bordeaux que j'ai fait, il y a des jours où je rentrais. Pour son premier anniversaire, je suis rentré, j'ai fait son anniversaire et je suis reparti le lendemain. Parce que j'aurais dit à Bordeaux, si vous faites ce que vous voulez, vous me chargez de ce que vous voulez, mais je pars et je vous promets, je reviens demain. Mais c'est l'anniversaire de ma fille et je vais rentrer. Donc, je sais pas ce qu'ils ont fait exactement, mais je suis rentré. J'ai fait mon aller-retour et je suis reparti. Euh, la première année de sa vie, évidemment, j'étais pas là. Après les premiers mois, quand je suis rentré, même en remis en continuité, enfin, les soins, l'appréhension du corps, pas pouvoir l'apporter, etc. J'ai eu de ces 1 an à ces 2 ans une relation très bizarre avec ma fille. Elle avait pas de recul. C'était pas une question d'avoir un recul vis-à-vis de moi, mais c'était étrange. Papa, il l'a pas porté. Papa, il l'a pas bordé le soir dans ses premiers mois, dans sa première année, ni sa deuxième année. Il y avait maman un peu omniprésente qui faisait un peu tout et qui non seulement me faisait, enfin, de son point de vue, la faisait manger, puis après me faisait manger. Donc on a eu une relation un petit peu assez s'apprivoiser. On s'est apprivoisé l'un l'autre, vraiment. Et en fait, ben voilà, aujourd'hui, comme je vous dis, comme j'ai la chance, et depuis quelques années maintenant, depuis qu'elle va à l'école, de pouvoir l'amener tous les matins à l'école, d'être présent tous les matins. Voilà, on fait notre petit rituel le matin, on finit de déjeuner avec maman, on va se brosser les dents, on se coiffe, on s'habille, on n'oublie rien, on prend son sac, on monte dans la voiture, on va à l'école. Faire tout ça tous les jours, encore une fois, ensemble, euh, ça permet de créer des liens que j'aurais de toute façon pas eu si j'avais pas eu la maladie. C'est ça aussi que je me dis. Si j'avais pas eu tout ça, mais en fait, je serais pas là aujourd'hui. Et si j'étais pas là aujourd'hui, je l'accompagnerais pas tous les matins. Donc je prends du bonus et on lui cache rien. Bah, de toute façon, c'est difficile. Enfin, quand on a des cicatrices sur la moitié du bide, c'est quand même difficile de le cacher. Euh, donc, évidemment, au début, bon, ben voilà, papa il a eu des opérations. Voilà, là il y avait un trou, là il y en avait un deuxième, là il y en a une comme ça. Bon, après pourquoi, après comment, et puis aujourd'hui elle a 7 ans, donc ben, elle a appréhendé le truc. Et des fois elle demande bah pourquoi, mais elle demande pas le soir. Voilà, des fois le soir je suis fatigué un peu plus tôt dans la journée ou des choses comme ça. C'est dans son quotidien, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que j'aurais bien aimé que ce soit pas dans son quotidien. Mais aujourd'hui c'est dans le sien, c'est compris. Après les tenants, les aboutissants exacts de comment fonctionne telle partie du corps. Par contre, je l'explique, voilà, avec des mots simples aussi, avec voilà, ce que c'est qu'un côlon, à quoi ça sert, pourquoi papa, eh ben, il n'en a plus, tout simplement, et des choses comme ça. Donc, très simple, parce qu'on veut pas la blinder de ça non plus, on lui en parle clairement pas au quotidien, c'est pas un sujet à la maison, c'est le sujet quand, bah, des fois, ça va un peu moins bien, ou quand on fait un plat et que papa, il en mange pas. Mm. Et t'en manges pas, et maintenant, c'est même plutôt ça, c'est-à-dire que maintenant, d'elle-même, elle sait que je n'en mange pas. Parce que ça me réussit pas trop. Donc voilà, des fois j'en mange, je me dis, ah bah tiens, t'en manges de ça toi? Tiens, aujourd'hui, ouais, aujourd'hui je fais goûter. Donc c'est un quotidien qui a été très particulier au début pour apprendre à se connaître, on va dire. Et puis il y a eu aussi pour ma femme un peu cette épée de Damoclès de dire, ok, lui il est malade, est-ce que notre fille va être malade? Mm. Euh, Et au début, ça a été un peu compliqué quand elle a commencé à être propre d'elle-même. Donc voilà, d'aller aux toilettes. Est-ce qu'elle est allée aux toilettes aujourd'hui? Combien de fois elle y est allée? Est-ce qu'elle a mal au ventre?
ces choses-là ont été un peu compliquées au début, plus pour ma femme que pour moi, mais ça a été très compliqué au début. Et aujourd'hui, ça va. Oui, ça existe de se dire tiens, et est-ce que elle, ça ira? Je peux que l'espérer. Est-ce que elle a un terrain et un facteur? Oui. Voilà. Maintenant, on en est sûr. Si j'en étais pas sûr avec mes grands-parents, au moins elle en est sûre. Et ça pèse pas au quotidien, mais ça reste une petite idée dans le coin de la tête. Ouais. Oui, mais comme ça pourrait être autre chose après, il faut pas. Comme ça peut être n'importe quoi. Donc c'est là qu'après Donc il là, faut. elle va être plus surveillée, donc c'est bien aussi. Voilà, c'est. Elle, ce sera pas, on saura pas d'où ça vient. C'est vrai que voilà, elle est peut-être un peu plus surveillée que n'importe quel autre enfant. Bon. Mais ça reste, c'est plus une angoisse quotidienne. Okay. On vous On a pas avait deux, trois demandé. questions. Oui, vas-y. Célia, il faudrait y Dis-les. répondre, mais il n'y a Oui. pas de souci, vas-y. Tu voulais poser une question? Oui, votre métier, vous faites quoi pour savoir quel est votre métier, comment c'est possible que vous travaillez chez vous? Je suis social media analyst. D'accord. C'est-à-dire que, oui, faut pas se fier au titre, hein, c'est ronflant, mais. Vous travaillez sur Internet. Voilà. Non, je travaille pour une start-up qui est en région bordelaise. Et mon travail à moi, c'est l'analyse et le suivi sur le web et les réseaux sociaux de tout ce qui se dit par rapport à une marque, par rapport à un lieu ou par rapport à un événement. La société travaille essentiellement dans l'événementiel, donc le salon de la crêpe en Bretagne, qu'est-ce qui se dit, qui en parle, qui sont les gens qui en parlent, pourquoi, qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux en parler, qu'est-ce qu'on peut faire, quelles sont les bonnes pratiques, qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est mal fait, qui sont les relais d'influence, etc. Donc, savoir ce qui se dit, voilà, simplement sur une marque, sur un lieu, sur un événement, autant sur le web que sur les réseaux sociaux, évidemment sur ce qui est public. Hein, je suis pas la NSA. Mais voilà, mon boulot à moi, c'est de faire ces analyses-là. Donc, que je sois ici ou ailleurs, les analyses seront les mêmes. Donc, il était très clair à la base que si je prenais ce poste-là, c'était chez moi. Il n'y a pas de raison que je sois plus à Bordeaux qu'ailleurs. Et ça se passe très bien. Et du coup, c'est y une êtes déjà... reconversion suite Oui. à la maladie et du coup à la chirurgie ou c'est... Ouais. Oui, à la base, j'étais dans l'informatique, dans le support informatique. Ok, déjà un petit peu quoi du coup. Oui, dans le support informatique. Alors, pas très loin de la maison. Hein. J'avais cette chance aussi, c'était pas très loin. Ça s'est pas très bien passé après les opérations. Il y a certaines personnes qui, malgré le fait d'arriver, parce que j'ai repris le travail l'année même de ma dernière opération, et j'avais déjà repris entre les opérations, mais malgré ça, il y a quand même certaines personnes qui peuvent pas s'empêcher de penser que peut-être en même temps que les opérations, il y a de la fiabilité qui est partie. Oui. Voilà. Est-ce que c'est le même élément fiable que j'avais il y a un an? Quand ça a commencé à me gonfler, j'ai pris les devants, j'ai dit, ben, c'est pas compliqué, j'ai pas le temps. Voilà, j'ai pas le temps pour ça. Enfin, je l'ai plus. J'ai bien compris vite que le temps était compté très vite. Donc, moi, j'ai pas le temps pour ça. Donc, on va se quitter tout de suite. Les bons amis ou pas. Donc, il y a des moyens très simples d'acheter la paix sociale de l'entreprise et puis on se quitte. Bons amis. Donc, on s'est quitté et puis voilà. C'était plus simple. C'était pas plaisant. C'était pas plaisant parce que c'était dans une année compliquée, quelque chose de compliqué. Donc encore à ce moment-là pour moi, hein, de mon point de vue, une certaine forme d'injustice qui se rajoutait au truc. Mais voilà, après j'ai dit bon, mais ça sert à rien, voilà, c'est comme le colon, je vais pas le récupérer, donc on tire un trait dessus et puis on passe à la suite. Alors avançons et j'ai continué d'avancer. Là aujourd'hui, je fais ça. Est-ce que c'est ce que je ferai dans 2 ans? Peut-être pas. Mais peut-être je ferai autre chose et c'est génial justement
Peut-être que ouais, dans 2 ans, un autre projet, autre chose, et peut-être pas chez moi. Évidemment que je risque pas d'être couvreur ou maçon parce que j'en ai pas la capacité physique et que c'est compliqué vis-à-vis de ma situation, mais je sais pas et c'est génial. Et est-ce que vous avez la RQTH, c'est tout non? Ah, j'ai rien fait en fait, simplement. D'accord. Par choix. Non, Ouais. mais Voilà. je demande. Alors, ouais, oui, oui, non, mais bon, ouais, On fait des statistiques pour voir qui l'a ou pas. aucun problème. Je me suis jamais posé la question. Voilà, je peux pas mieux Bon, ça répondre. pourra rendre service un jour s'il faut pas. Il faut le garder Oui, en tête, mais tant qu'on n'en a pas besoin, à la rigueur, il y a pas d'obligation, quoi. Mais mais ça peut rendre service un jour. ça reste dans ma tête. Hein, j'en ai parlé il y a pas longtemps d'ailleurs, où je me suis dit tiens, tiens tu l'as fait, quelqu'un qui l'avait fait, je me suis dit tiens tu l'as fait, t'en es où, des démarches, des trucs. Je pense que le faire dans l'instant, ou du moins dans l'année où j'étais en plein dedans, j'avais pas la force de le faire. Oui, Et qu'après, en fait, c'est parti et puis que voilà, j'ai juste jamais fait. ok. J'ai pas spécialement une volonté de pas le faire, Oui, non, mais que c'est de sûr. fait de juste pas le faire. Après, il y a des personnes qui ont pas forcément l'envie ni le besoin. Ça existe pour tout le monde. Si ça peut aider pour certains postes, pour entrer dans la fonction publique, pour avoir un aménagement de poste, pour ces Exactement. choses-là. Mais vous travaillez depuis chez vous, vous avez trouvé un travail qui vous convenait et j'espère que vous allez continuer longtemps. Et forcément, c'est plus adapté à votre quotidien, donc forcément, vous n'avez pas d'utilité, mais ça peut être utile quand même. Oui, Ça peut oui, être non, mais tout utile. à fait. C'est qu'une question effectivement de démarche. Alors, ouais, je l'ai jamais en entreprise parce que, bah voilà, c'est le quotidien de la vie, j'ai envie de dire, et que on se dit, tiens, ce serait bien peut-être un jour de se pencher dessus, et puis ouais, comme repeindre les volets de la maison, quoi. Et faut se décider, quoi. Demain. Voilà. Si je dis que je vais le faire, c'est que je vais le faire. C'est pas la peine de me le demander tous les 6 mois. Hein. C'est ça. Du coup, Alice, je te laisse regarder les Ouais. questions qu'il y avait. Et puis, Alors, il y avait quelqu'un qui me demandait, donc il n'y a pas son nom, c'est Medical Student, donc on va il demandait une comparaison entre la RCH et la maladie de Crohn. Donc je ne sais pas s'il est encore connecté, mais du coup, la maladie de Crohn, ça va toucher tout le tube digestif de la bouche à l'anus, alors que la RCH, comme son nom l'indique, c'est recto-colite hémorragique, donc c'est rectum et côlon uniquement. Et donc, du coup, c'est pour ça que les maladies sont relativement similaires avec les mêmes atteintes, à peu près les mêmes symptômes, etc. Des fois, les mêmes traitements, mais pas toujours. Mais le seul moyen de guérir la RCH, c'est de guérir la RCH, entre guillemets, puisque on a vu aujourd'hui toutes les conséquences de la chirurgie. Mais le seul moyen de guérir la RCH, c'est du coup de faire la colorectostomie en entier. après, ça dépend de Alors que la l'atteinte aussi. maladie de... Non, non, mais Oui. si tu veux Oui. guérir complètement de ta maladie, Ah, Oui, guérir complètement. oui. t'es obligé de D'accord. t'enlèves tout. On entend. Par contre, D'accord. parce que sinon, t'as des chances que ça récidive à un autre Mm, endroit de ton côlon, en fait, si tu veux. mm. Ok. C'est ça le problème. C'est comme une Crohn qui va se déclarer à un endroit, t'enlèves le bout qui est, bon, s'il y a besoin, t'enlèves le bout, ça peut se redéclencher ailleurs, c'est pareil. Mm, mm. Donc, du coup, voilà, c'est la seule différence. Alors après, on a vu que la guérison est tout à fait relative et que c'est, enfin voilà, il faut toujours vivre avec beaucoup de contraintes qui sont parfois plus compliquées que certaines personnes qui sont plutôt en bonne santé, même s'ils ont une RCH ou une Crohn. Et tant mieux. Oui, je pense que c'est vraiment être capable de placer le curseur entre où j'en suis dans ma maladie et où est-ce que je vais arriver. Est-ce que, Mm. ce qu'on disait tout à l'heure, est-ce que j'ai des poussées fréquentes? Est-ce qu'elles sont très violentes? Est-ce qu'elles m'empêchent de vivre? Simplement. Hein. Est-ce qu'elles m'empêchent de vivre? Aujourd'hui, je vis très bien. Différemment de tout un chacun ou des gens qui sont pas malades en tout cas. Mm. Mais voilà, j'ai des jours avec, des jours sans.
mais je vis très bien. Donc c'est évidemment que si j'avais eu le choix de toute façon, bon ben non, j'aurais essayé de pas le faire. Moi, j'ai pas eu le choix. La maladie, elle a dit non, toi, tu passes par la case opération et puis c'est comme ça. Euh, c'était pas, voilà, ça n'a pas été voulu, ça n'a pas été souhaité. Maintenant, c'est une vie différente, Elle n'est pas sans conséquences. Les opérations sont pas sans conséquences, mais on vit. Je suis pas le seul et on vit très bien. En tout cas, ouais, merci beaucoup pour tous ces témoignages parce que moi j'avais entendu que la partie c'est la manière de guérir. Enfin, mécaniquement, je connaissais ce qu'on y faisait, mais dans les grandes lignes. Mais c'est vrai qu'on entend très très peu de témoignages de comment ça se passe la vie après, etc. Et bon, je n'y suis pas forcément beaucoup intéressée parce que j'ai pas eu besoin peut-être aussi, mais et j'espère que ça va rester comme ça. Mais ouais, c'est hyper intéressant d'avoir ce témoignage et de connaître vraiment enfin, tout le quotidien de quelqu'un qui a subi ces opérations-là. Et donc, du coup, on était suivis par Dodostomie qui demandait, comment dire, enfin, des choses parce qu'elle était à. Alors, je sais pas si elle va faire la Quelques deuxième mois. opération ou si elle est. J'ai plus ou les si elle a commentaires. fait la dernière opération. J'ai, mais je retrouve. Oui, a priori, ça faisait 2 mois, je crois, qu'elle était à la deuxième. 2 mois post-op, elle est. Donc, Ah, voilà, elle bah, est- c'est dodostomie. Ah oui. En tout cas, merci. Je suis remise en continuité depuis le 5 juillet. D'accord. Eh ben, bon courage à toi. Voilà. Ben Et oui. Puis si tu veux ou si tu as besoin de conseils ou d'en parler, Dodostomie, tu me demandes. Oui. Alors, toutes les personnes qui ont besoin de conseils, on vous envoie vers Paul, qui saura vous rassurer et vous donner des conseils. En tout cas, merci de nous avoir partagé ce témoignage parce que Merci à vous. vous restez positif, même si je pense qu'il y a eu des moments assez sombres et ça, on le sait très bien avec la maladie, c'est pas toujours rose. Et vous avez su quand même tirer le point positif, comme partager des moments plus avec votre fille, vous donner des objectifs de marché. Enfin, c'est bien. Je pense que dans la maladie, alors oui, on est malade, mais faut pas trop, faut pas se focaliser non plus tout le temps sur la maladie et essayer de faire autre chose. Ah, on avait une petite masse baladée derrière. Oui, elle attend depuis tout à l'heure, elle reste cachée. T'as vu? Et semblant d'aller s'intéresser à son aquarium. Bonjour, jeune fille. Je veux dire bonjour. En tout cas, non, ça a été vraiment sympa de parler avec vous et C'était très sympa, merci. on retirera, ouais, je vais pas réussir à le dire. Oui. On fera un live. Oui, Donc, ça pourrait être intéressant d'avoir le témoignage de Madame, parce que du coup, oui. Là, elle a vraiment joué un rôle dedans très important et ça pourrait être très intéressant. Oui, Si elle est d'accord. ouais, essentiel même. Je l'ai souvent, moi je lui ai souvent dit, et je l'ai souvent dit même dans le milieu hospitalier. C'est vrai que quand on parle à des gens qui sont pas malades ou qui connaissent un peu le parcours, ils disent waouh, ce que t'as fait, ouais, je sais pas si j'aurais pu le faire ou je sais pas si j'en aurais été capable, etc. Parce que mon parcours est particulier, c'est vrai que s'écrouler dans sa chambre d'hôpital en pleine hémorragie, ça arrive pas à tout le monde. Mais moi, j'ai toujours ramené ça à dire ceux qui font ça tout seuls. Ouais, là, ça a touché un truc que je connais pas forcément parce que moi, heureusement, quoi. Alors j'ai beaucoup de chance, hein, je sais, hein, j'ai beaucoup de chance et d'avoir ma femme et mes parents qui à ce moment-là m'ont aussi fait comprendre ce que c'était le rôle de parent. C'est quand vous prenez dans vos bras votre fils de 30 ans comme s'il en avait 4. Ce jour-là, j'ai dit ouais d'accord, ok, c'est ça être parent. En fait. Parce que j'ai une fille de 6 mois, mais en fait non, c'est ça être parent. Quand ton fils il a 30 ans, c'est comme s'il en avait 4 et s'il a besoin de toi, c'est pareil. Et quand vous êtes à 250 bornes et que le matin vous appelez votre père en disant faut que tu viennes aujourd'hui parce que je tiens plus,
Heureusement, à ce moment-là, que j'ai de la chance et qu'il prend sa bagnole et qu'il attrape ma femme, qu'il pose un jour de congé tous les deux et qu'il se pointe à 250 bornes pour m'aider. Et je me dis, ouais, le rôle de l'aidant à ce moment-là, c'est aidant, ouais. Pas pour rien. Ah ouais, C'est clair. ça, Et ma fille a été un aidant sans le vouloir. C'était juste une carotte pour avancer l'âne. Mais ça a été très très Voilà, important aussi. Ouais, parce qu'elle a entendu que je l'appelais carotte. Hein. Ok, et ben merci beaucoup en tout cas. Merci, oui. Avec plaisir. Avec plaisir. Et j'en parlerai à madame. Oui, on se retient au courant et on n'hésitera pas à vous Ouais. solliciter pour faire un live avec madame et qu'elle partage son expérience sur la situation. Et on vous souhaite une bonne soirée. Merci, pareillement. En tout cas, nous, on revient à 19h30 avec un autre live et puis on vous dit à tout de suite. Bye. Merci. Merci, Paul, au revoir. Merci, au revoir.